ici. Bien, bon, ils vont stationner là, de toute façon. Bah, voilà, nous sommes avec Patrick à Manif des Gilets jaunes. Oui, Nous bonjour. sommes rue Étienne Marcel. Bon, bah écoute, là, comme il faut vraiment l'union hein, parmi les Gilets jaunes, arrêter avec les bisbilles, les histoires, voilà, les problèmes d'ego, parce que ça ne fait pas du tout avancer notre cause. Hein, il faut être unis, le plus unis possible. Et arrêter de faire des histoires à droite à gauche. Mais tu sais, Alain, gérer des êtres humains, ça sera le but de cette vidéo aujourd'hui. Gérer les êtres humains, c'est difficile. Hein. Moi, j'ai eu des mandats syndicaux, je me suis occupé de la conseil syndical pendant plus de 10 ans, quasiment tout seul. Alors, gérer les caractères, les comportements, les intérêts des uns et des autres, c'est compliqué. Partout où tu as des êtres humains, Alain, partout tu as des histoires. Dans les familles, tu as des histoires. Dans la mienne, il y a 3 personnes qui ne parlent plus à leurs frères et sœurs depuis des années. Parce qu'ils n'étaient pas dans le même parti, ils n'ont pas le même salaire. Oui, voilà, c'est surtout pour ça. Il y en a qui sont mieux placés que d'autres, des jalousies. Oui, des jalousies. Dans toutes les familles, tu as des jalousies. Dans les entreprises. Alors imagine entre les particuliers qui ne se connaissent pas. Dans les entreprises, dans les maisons de retraite. Moi, je connais une maison de retraite, il y a des vieux, il ne faut pas les mettre ensemble à table hein, à manger. Hein. Voilà, c'est comme ça. Il y a des histoires partout. Alors, tu sais, les 12 apôtres de Jésus, moi je ne suis pas un expert en religion, mais ils s'engueulaient souvent, ils se chamaillaient souvent, les 12 avancés, les 12 apôtres de Jésus. D'abord parce que Jésus était obligé de leur parler régulièrement, parce qu'ils se chamaillaient sur leur importance, leur rôle dans le groupe. Parce que d'abord, ils ne venaient pas tous du même milieu social. Tu avais des collecteurs d'impôts, tu avais des pêcheurs, et puis ils n'avaient pas le même caractère. Tu avais Thomas qui avait un caractère très réservé, tu avais Pierre qui avait un caractère très exalté. Dans tous les groupes humains, tu as toujours des histoires, des querelles. Moi je dis souvent, il vaut mieux s'occuper d'un troupeau de chèvres que d'un groupe d'êtres humains. C'est compliqué l'être humain. Alors c'est fatal qu'il y ait des histoires chez nous, mais il y en a partout où il y a des êtres humains. Tu sais, la Renaissance, je ne suis pas un spécialiste de la peinture ni de la Renaissance, mais ceux qu'on considère comme les 3 plus grands génies de la Résistance, Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël, eh ben, il y avait une ambiance de chiottes entre eux. Hein. Michel-Ange. Ils étaient jaloux des fois aussi. Oui. Parce qu'un acheteur il a vendu une œuvre d'art, pas l'autre. Voilà, il y avait une rivalité commerciale, notamment entre Michel-Ange et Léonard de Vinci. Michel-Ange avait un caractère très soupçonneux. Il n'était pas facile à gérer, Michel-Ange, hein, contrairement à son nom. Hein. Et donc, Michel-Ange et Léonard de Vinci se détestaient. Ils ont vécu à la même époque. Hein. Ils se sont connus à Florence, à Rome, ils se sont très bien connus. Hein. Et quand ils se voyaient dans Florence, ils changeaient de trottoir. Michel-Ange et qui donc, et l'autre, tu as dit tout à l'heure. Michel-Ange et Léonard de Vinci. Léonard, voilà, c'est ça. C'est pas n'importe qui, c'est là. Ils ont ouais, des rues à eux. Hein. Ils ont des rues à Paris en tout cas. Et à Florence, au Palazzo Vecchio, il y a, c'est-à-dire l'hôtel de ville de Florence, il y a un mécène en 1504 qui a eu la bonne idée de les faire peindre ensemble dans la grande pièce de l'hôtel de ville. Il a voulu leur faire repeindre chacun une fresque. Et bien ça s'est très mal terminé. Le travail à peine achevé qu'ils ont dû arrêter, ils s'engueulaient sans arrêt sur le travail de l'un. Ils critiquaient le travail de l'autre. Hein. Bon, Léonard de Vinci avait pour coutume de jamais finir son travail. Mais là, à peine achevé, le travail a été arrêté. Ils s'engueulaient tout le temps. Et le 3e génie de la Renaissance, c'est Raphaël. Léonard, je n'ai pas souvenir qu'il ait tenu des propos méchants sur Raphaël. Mais Michel-Ange ne pouvait pas voir Raphaël en peinture. Non, c'est qu'elle le dire. Hein. Le Michel-Ange, il détestait Léonard et il détestait Raphaël. Il disait que la peinture de Raphaël était lisse et opportuniste. Alors, c'était pas un compliment dans sa bouche. Hein. Voilà. Donc, opportuniste parce qu'il travaillait pour l'archevêché, hein. Voilà, pour les autorités ecclésiastiques quand c'était des commandes. Et lisse, parce que c'est vrai que la peinture de Raphaël, quand on la regarde, je trouve qu'elle a l'air lisse, à mon goût personnel. Hein. Voilà. Mais tout est comme ça. À l'époque où la France dominait le monde sous Louis XIV, parmi les ministres de Louis XIV, certains se détestaient cordialement. Hein. Fouquet, apparemment, Colbert a aidé à sa disgrâce. Et ensuite, la fameuse affaire des poisons et des ensorceleuses à Paris. Tu avais un réseau d'empoisonneuses et d'ensorceleuses que la haute société, la noblesse venait voir pour se débarrasser de certaines personnes. Apparemment, c'est Louvois, le ministre de la guerre, qui aurait mis en épingle cette affaire pour nuire à Colbert, ministre des Finances, parce que beaucoup de personnes
proches de Colbert étaient liés à cette affaire. Et tu vois, c'est de la haine vraiment entre tous les ministres de Louis XIV. Louis XIV était au courant, il le savait et il en jouait. Voilà. Napoléon, c'est pareil, tu avais deux ministres qui le trahissaient auprès des autorités des grandes puissances étrangères. C'est-à-dire, c'était Fouché, ministre de la police, et Talleyrand, ministre des Affaires étrangères. Il trahissait l'empereur. Mais l'empereur le savait par son réseau d'espions. Mais il préférait les avoir près d'eux que loin de lui. Et dans la politique française très en hauteur actuelle, voilà. Dans le haut du panier, quoi. Dans le haut du panier, en dehors des rivalités politiques, on sait que Mitterrand détestait Rocard. Il le détestait. Il a été obligé. Il faisait d'être ami avec lui, ouais. Mais c'est vrai, on le sait, j'ai entendu cette histoire. Il aurait pu lui jeter un os, il aurait jeté un os pour qu'il le ramasse avec sa gueule. Hein. Non, il le détestait. Il a été obligé de le nommer comme Bérégovoy. Ouais. Et Bérégovoy, pareil, le pauvre, il est mort, lui. Hein. Oui, il faut que je te reparle un autre jour de Bérégovoy. Ah voilà, c'est ça, tu feras un truc sur Bérégovoy, ça sera intéressant. Oui, c'est intéressant. Donc, Mitterrand détestait Rocard. Il a été obligé de le nommer Premier ministre en 88, après la présidentielle gagnée, parce que la gauche avait une majorité très courte à l'Assemblée. Il fallait un ministre d'ouverture. Rocard n'était pas trop à gauche, il était au centre-gauche. Voilà. Mais à peine l'a-t-il nommé, contre sa volonté d'ailleurs, il ne pouvait pas faire autrement. Il disait à toutes les huiles du Parti Socialiste qui recevait dans son bureau à l'Élysée: Rocard, dans quelques mois, on y verra à travers. Ça, c'est une phrase qui revenait tout le temps chez lui quand il parlait de Rocard, son Premier ministre qu'il venait de nommer. Rocard, dans quelques mois, on y verra à travers. Et quelques années avant, il y a eu aussi la haine entre Pompidou et Chaban. Quand en 1969, Pompidou nomme Chaban-Delmas Premier ministre. Et reste là, bouge pas. Là, je te fais une belle photo, regarde ce qu'il y a marqué derrière. Et Chaban-Delmas lance, on a oublié aujourd'hui, la nouvelle société. C'était un projet qui était sorti des têtes pensantes de la CFDT, parce que Chaban avait comme conseiller Jacques Delors. Voilà. Alors c'était un projet un peu fumeux, c'est la nouvelle société que Pompidou détestait. C'était après mai 68, il fallait ouvrir la société, plus de dialogue social, plus de liberté individuelle, prendre des ministres du centre. Bref, Pompidou, ça le faisait bouillir, ça, qui était un conservateur de droite. Donc il l'a viré au bout de quelques années. Il y avait la haine entre Pompidou et Chaban, parce que pour Pompidou, c'était du verbiage tout ça. Voilà. Donc, et puis dans la politique américaine, je vais en finir par là, Alain, il y a eu des haines célèbres au cours du XXe siècle. D'abord, une histoire extraordinaire, Roosevelt, le président américain, c'était son 4e mandat, le président américain qui a géré la Deuxième Guerre mondiale. Il décède au début du mois d'avril 1945. C'est son vice-président qui le prend sa place. Mais le vice-président qui s'appelait Harry Truman, que d'ailleurs Roosevelt, il l'avait nommé depuis 3 mois, il l'avait quasiment jamais reçu, à part 2 fois et très rapidement. Et bien Alain, ce que je vais dire est extraordinaire, mais Truman, le nouveau président, n'était pas au courant que les États-Unis étaient au point de mettre en fonction l'arme nucléaire. Ils étaient tout près de mettre en marche la bombe atomique. Ils étaient en train de finaliser la bombe atomique. Et Truman, qui devient président des États-Unis début avril 1945, n'était pas du tout au courant. Parce que le président le détestait. Le président détestait, Roosevelt qui venait de décéder, le détestait cordialement. Et puis c'était pas le même milieu social. Roosevelt, c'était une famille de praticiens, d'avocats. Ils avaient déjà fourni un président aux États-Unis au début du XXe siècle, qui s'appelait Roosevelt aussi. Tandis que Truman était d'origine modeste, fils de fermier. On dit même qu'il aurait tenu une boutique où il vendait des chemises et des cravates. Et ça, l'entourage de Roosevelt s'amusait à le répéter. Hein. Donc il ne s'aimait pas beaucoup. Dans tous les pays, c'est souvent les bourgeois qui tiennent le monde. Hein. Ouais, bien sûr. C'est les gros bourgeois. Bah oui, puis c'est eux qui font la révolution. C'est toujours eux c'est toujours quelques bourgeois qui ont fait avancer le monde. C'est ça. C'est terrible à dire pour nous, mais c'est toujours quelques bourgeois qui ont fait avancer le monde. On dirait qu'il y a, pas qu'ici en France, je parle, mais sur la planète, ils maudissent les petits, les gens comme ils disent, les gens de peu, les gens de. Donc, c'est triste. Alors Truman, quand il a été nommé président des États-Unis, parce que le président était décédé, Roosevelt, il a réuni toute sa famille, il a sorti cette phrase célèbre: il y a sans doute 100 000 personnes aux USA plus compétentes que moi pour être président des États-Unis, mais le destin a voulu que ce soit moi et je ferai le job. Et il a fait le job parce qu'il y avait le problème japonais. Le Japon ne voulait pas se rendre. Hein. Suite à la débâcle de l'Allemagne des nazis, à la défaite, le Japon était allié à l'Allemagne nazie. Il ne voulait pas se rendre. Et c'est Truman qui a dû gérer le problème. Il l'a géré avec la bombe atomique. Hein, voilà. Et quand il a été nommé président, personne n'avait informé
parce qu'il était vice-président avant, que l'Amérique était au point de mettre au point l'arme nucléaire. Voilà. Donc tout ça, tout ce laïus pour te dire, bon, il y a des bisbilles entre certains gilets jaunes, mais c'est difficile de gérer des êtres humains. Il y a toujours eu des histoires, des problèmes, voilà. Il faut passer par tout ça. Mais au lieu d'avancer, on recule avec ça. Ouais, on recule, bah oui, ça fait du mal, on recule. Et dernière chose, moi j'ai travaillé dans une banque toute ma vie. Madame aussi, elle dit qu'on recule. Hein, on recule, madame? On recule ou on avance? La connerie, on recule. On recule. Et quand je travaillais à la banque, tous les 3 ans, il y avait un changement de directeur. Et c'est marrant, les comportements humains. Parmi les clients et les employés, il y en avait qui préféraient l'ancien directeur, d'autres qui préféraient le nouveau directeur, à compétence égale, hein, à compétence relativement Voilà, il y avait égale. des clans. Ouais. Il y a des clans. Les comportements humains. Il y a des clans. Et puis des fois, tu avais des nouveaux directeurs qui arrivaient, qui saquaient des commerciaux, des employés qui étaient bien notés par l'ancien directeur. Et inversement. C'est bizarre, les comportements humains. Hein, voilà. C'est ça. Bah, c'est comme dans les mairies, quand il y a un nouveau maire, Ouais. bah, il en met au placard et Ouais. puis il met des potes à lui. Voilà, Oh, voilà, là. j'ai connu Pourtant ça. des petites mairies, hein, pas des grosses des fois. Hein. Mais, Ouais, mais là, il peut y avoir des problèmes politiques, là. Hein. ah, c'est ça, il y a les problèmes politiques aussi. Hein. Mais à la banque, c'était pas ça, c'était les relations humaines. Hein. C'est ça. Tu peux le dire à quelle banque t'étais, toi? Oh, bah, je préfère pas le dire, voilà. Ah bon, tu peux pas le dire, voilà, c'est ça. Non, Je je dis pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, je préfère pas le dire. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ça je n'apporte vais pas- rien non, au débat. non, bah, mais non, mais bon, il faut Je arrêter. te le demanderai à tête sans micro. Oui, Voilà. voilà, faut arrêter les histoires, les problèmes, les polémiques qui n'apportent rien, qui C'est nous ça. divisent, voilà. C'est ça. Ok, ben merci Patrick. Voilà, merci Alain. Voilà, allez, ben à la semaine prochaine. Salut, merci. T'es là la semaine prochaine, tu vas partir un peu, non? Je pars en septembre. Moi. Ah bon, bah ça, t'as raison, quand t'es tranquille, Ouais, ouais. au moins tu vas, comme moi. Moi je partais aussi en septembre, Moi, en je me suis octobre. habitué à septembre et maintenant. T'es plus tranquille. Ah ouais, ouais. Voilà, parce que là, Il y a moins de monde, il fait moins chaud dans le sud. Voilà. c'est ça. Tu profites mieux. Et puis Paris, on en profite aussi quand il n'y a personne. Ouais. En Paris, au mois d'août. Ouais, c'est bien. C'est ça. Ouais. Ok, allez, ben merci. Voilà, allez là, on va finir sur Jérôme Rodriguez. Voilà, et ben merci à tous. Et à la semaine prochaine pour cette petite vidéo.